Donc, s'il y a bien un métier aujourd'hui en France où on ne peut pas se permettre de juger les gens sur leur apparence, sur leurs origines, c'est bien le métier de sales. Donc je te disais, après, j'ai pas eu le temps d'aller chercher du boulot. Parce que concrètement, aujourd'hui, il y a trop de pénurie de sales en France. Quand tu vas sur LinkedIn, c'est triste quand même que les gens passent leur temps à partager les news de leur boîte. Quoi, tu vis à travers ta boîte, tu n'existes pas si c'est pas par ta boîte? Non, c'est pas possible. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'on utilise pour tout. C'est-à-dire que si tu veux pas y être, ok, il n'y a pas de souci. Mais derrière, tu n'auras pas le bénéfice que tu aurais si tu es présent. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs dans un espace qui leur permet de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Dans ce nouvel épisode, je reçois Amina Bouzidi, sales chez Chili Piper et cofondatrice de l'association Femmes Entrepreneurs et Solidaires. Au-delà de son parcours semé d'embûches, j'ai été attiré par l'énergie et la présence que prend Amina sur les réseaux sociaux. Elle brille par sa gentillesse et son empathie naturelle, mais surtout par sa persévérance et son efficacité en tant que commerciale. Son objectif aujourd'hui, démontrer que tout est possible si on se donne les moyens et prouver que les femmes ont leur place dans la tech, la vente et absolument partout où elles le décident. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à laisser votre avis. Je lirai une sélection de vos commentaires à chaque début d'épisode. Aujourd'hui, le commentaire d'Arthur. Avec System Sales, j'ai l'impression d'avoir appris des choses, pas par quelqu'un qui a un avis, mais quelqu'un qui fait, et donc ça donne beaucoup de légitimité. Parce que les discussions de comptoir sur le carbone, l'écologie et tout ça, il y en a un peu partout, mais là, on a de vraies discussions avec des personnes qui se bougent pour faire changer les choses et innover dans le bon sens. C'est rare. Exactement Arthur, sur le podcast ici, pas le bullshit blabla, on donne enfin la parole aux ingénieurs, ceux qui font tourner le monde et qui se bougent tous les jours pour rendre réels les rêves des autres ou les leurs. Merci Arthur pour ton commentaire. Et pour recevoir des conseils sur la vente, des fiches en exclusivité, booster ta prise de commande, abonne-toi à la newsletter, je te mets le lien dans la description. Les abonnés ont le droit de me contacter par email pour me poser des questions et recevoir des conseils gratuitement. Allez, je vous laisse en compagnie d'Amina, The Queen of Sales, dans ce nouvel épisode de System Sales. Bonjour Amina. Bonjour Mathieu. Bienvenue dans cet épisode de System Sales. On commence à se connaître un petit peu parce qu'on échange un peu sur les réseaux sociaux. On commente nos posts mutuels, ce qui est plutôt cool. Moi, j'ai suivi un petit peu ton parcours grâce justement à ton Instagram et à ton profil LinkedIn. Mais est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, bonjour et puis merci Mathieu de m'avoir invité sur ton podcast. C'est vrai qu'on commence à se connaître sans se connaître. D'ailleurs, je suis ravie de te voir aujourd'hui derrière ton micro. Je vois pas grand-chose, mais c'est c'est déjà ça. Je suis caché par le filtre anti-pop, mais des fois, je sortirai la tête de temps en temps. Oui, moi c'est Amina, j'ai 40 ans, je suis maman de 4 enfants. Je suis ingénieure à la base. Ça fait plus de 17 ans que je fais de l'IT. J'ai transité, on va dire, tout le monde me dit que j'ai fait une transition ou une reconversion. Moi, je trouve pas. Je trouve que c'est une continuité. Donc, j'ai été techos pendant un temps et après, j'ai fait de la gestion de projet. Et petit à petit, j'ai migré vers le business et aujourd'hui, je suis commerciale, je suis sales. D'accord, t'es sales. Et par rapport à ta reconversion, justement, est-ce que tu as transité directement d'un job de technique vers sales via ton entreprise ou tu as choisi d'autres solutions? Alors, c'est un peu plus, le passage est un peu plus doux que ça. Heu,
quand on fait de la gestion de projet, on est amené à coordonner beaucoup de personnes et à présenter, voire vendre des projets au C-level, aux responsables de départements, business unit, que ça soit en France ou à l'étranger. Et petit à petit, en fait, j'étais celle qu'il fallait envoyer quand il fallait convaincre. J'étais celle qu'on envoyait dans les situations où il fallait récupérer un stakeholder. Et je me suis rendu compte finalement que, d'ailleurs, on me le disait, tu es la commerciale. Alors que quand on est ingénieur et qu'on nous dit qu'on est commercial, on le prend un peu mal parce que souvent on traite les commerciaux de brasseurs de vent, de un peu mythos, de ceux qui en fait qui parlent mais qui ne font pas. Et donc au début, je le prenais super mal, mais après je me suis rendu compte que grâce à, on va dire, mon talent j'ai pas envie de dire persuasion, mais grâce à mes talents de communication et le fait que je savais vulgariser et présenter simplement des concepts qui étaient très complexes, eh bien, j'arrivais à faire des projets intéressants à mon équipe. Et c'est là où, à un moment donné, je me suis dit, tiens, ben non, en fait, c'est super valorisant parce que j'arrive à faire prendre des décisions et faire avancer les choses du bon côté parce que je sais et je connais de quoi il s'agit. Et pour une fois, on ne sera pas dirigé par quelqu'un qui ne connaît absolument rien et qui va, on va dire, vendre un truc qui est complètement, qui n'a pas du tout de sens. Donc au début, c'est parti comme ça. Et comme j'étais un grand groupe, et que l'activité était cyclique, on était un petit peu dans l'énergie, le pétrole, ça partait, ça revenait, il y avait plan social sur plan social. Et à un moment donné, j'en avais marre de ne pas finir les projets que je commençais parce que les gens partaient, parce qu'il y avait des réorganisations permanentes. Je me suis dit, bon, je vais quitter le grand groupe parce que cette inertie, cette incapacité à avancer vite et tout, ça, ça me frustre. Et deux, eh bien, je vais faire ce métier que je fais à côté, mais être payée pour le faire. C'est-à-dire, je voulais devenir sales. Donc, c'est une espèce de prise de décision. J'ai sauté le pas. Je me suis formée pour devenir commerciale. Et derrière, j'ai été directement, on va dire, dans une start-up à Station F pour mon premier rôle de sales. Tu t'es formé comment? Tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, j'avais suivi une école, une start-up école. J'étais un peu férue, je suis toujours du monde start-up. Et c'était une start-up école. C'était quelque chose qui était peu conventionnel. C'est Iconoclast. D'ailleurs, j'ai raconté au fur et à mesure sur les réseaux sociaux comment ça s'est passé depuis mon départ de ma boîte jusqu'à, on va dire, les 4 mois, parce que ça dure 4 mois. Et c'est vraiment 4 mois intensifs de formation. Donc, j'ai été formée chez Iconoclast. C'est une école de vente qui forme des commerciaux pendant 4 mois et qui, derrière, les place dans des entreprises, que ce soit des entreprises partenaires ou en tout cas facilite le recrutement avec des coachings, que ça soit RH, développement personnel et des coachings sales pour avancer sur le sales. Donc toi, en fait, en rejoignant Econo pour te former à la vente, déjà tu cherchais après à te placer dans le monde des startups. Oui, Pourquoi ton tout à attirance fait. vers les startups alors que finalement tu avais déjà fait presque 10 ans de carrière dans des grandes entreprises? Oui, c'est une super question. Quand on passe longtemps dans les grands groupes et qu'on maîtrise un peu comment ça se passe, le process de décision et tout, on peut dire que ça peut être du gâchis de quitter ce monde-là et recommencer à zéro. Moi, je voyais la chose différemment. Je voulais travailler dans un endroit ou un univers qui avance hyper vite et donc en start-up, ça c'est un. Deux, je voulais un endroit qui était plus inclusif que les grands groupes. C'était très important pour moi parce que j'ai 40 ans, je suis une femme,
Mon diplôme d'ingénieur est étranger et je voulais absolument, on va dire, être dans un endroit où je vais être jugée pour mes compétences et pas pour, d'où vient mon diplôme, combien j'ai d'enfants, tout ça, tout ça. Donc je ne me voyais pas ailleurs qu'en start-up. Tu penses que c'est le cas aujourd'hui ou ça a été le cas, d'être, jugé par ton statut par ta condition de femme ou par tes origines? Aujourd'hui, avec du recul, parce que tu sais, au début, on se remet en cause. Quand les choses n'arrivent pas comme on veut ou à la vitesse, que l'on souhaite, on se pose des questions et moi, au début, c'était, «Ah, mais mon diplôme est étranger». Donc j'ai été, à l'ESSEC, j'ai fait formation HEC aussi et ça venait toujours pas. Et donc, en fait, on commence à se poser des questions sur, plein de choses. C'est moi, c'est mon apparence, c'est mes origines, c'est le fait que j'avais, des enfants, le fait que j'étais enceinte. En fait, il y a plein de choses qui tournent autour et on se remet toujours en question et quand on sort, on est en fait, on est dedans, on est pris et quand on voit ce qui se passe autour de nous, on voit comment, notamment les salaires, la différence sur les salaires, la différence sur le niveau de on va dire la vitesse à laquelle un homme et une femme sont promus, indépendamment de l'énergie, de l'effort qu'ils font. Heu, il y a plein de choses qui font que, petit à petit, je commençais à me dire: «Ah ben non, c'est pas mon diplôme. Ah ben non, c'est pas mes origines. Ah ben non, c'est pas le fait». Mais en fait, c'est un tout. C'est un tout et quand on est une femme, on récupère pas mal de boulets sur la route, heu, parce que même si on est dispo pendant le congé maternité, même si on n'est jamais malade, même si eh bien, on est quand même considéré comme, la mère de famille. On nous pose quand même la question, je sais pas si on te l'a déjà posée, mais moi on me l'a posée souvent quand mes enfants étaient petits: «Ah tu et tes enfants, qui c'est qui va les chercher à 4 heures?» Donc, personne ne pose la question quand il s'agit de travailler. Quand le boulot avance au-delà de 4h30, à 18 heures, à 20 heures, à 22 heures, quand on répond à ses mails et qu'on continue à avancer, personne ne se pose la question où sont les enfants. Mais quand il s'agit de prendre un poste à responsabilité, tout de suite, on va se poser la question, alors tu penses que ça va être compatible avec ta vie de famille? Et en fait, c'est quelque chose qui est malheureusement encore là, il faut le dire. On peut pas moi je suis partie en courant, mais parce qu'à un moment donné, j'avais besoin de respirer, mais je me suis quand même battue longtemps pour, faire mon trou et pour, montrer, on va dire, que j'étais capable. Ça va plus lentement que pour les hommes, il faut le dire, mais c'est pas pour autant qu'on se victimise, c'est pas pour autant qu'on dit, «Bah non, si tu es une femme, tu auras du mal à aller de l'avant». Mais disons que chacune d'entre nous, trouve, une solution qui lui convient. Certaines montent leur boîte, certaines, sont, complètement, dévouées au boulot, quitte à, vraiment mettre entre parenthèses leur vie de famille. Certaines, tournent le dos, aux grands groupes et vont en start-up. En fait, plus j'avance, plus je vois que c'est les mêmes problématiques pour toutes les femmes. Et en fait, il y a pas une seule solution. Il faut juste qu'on soit téméraire, résiliente et qu'on se dise qu'on a notre place et qu'il faut pas, se fermer les portes. Il faut y aller, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que en plus d'avoir choisi un métier d'ingénieur, alors je ne sais pas comment ça se passe en Algérie, mais en France, la proportion de femmes, ingénieurs n'est pas si importante que ça. Mmh. Donc tu pourras peut-être nous raconter, tu dis que ton diplôme est algérien. Oui, Tu oui. pourras nous raconter peut-être comment c'était dans les écoles d'ingénieurs en Algérie Mmh. si et après tu choisis aujourd'hui de te diriger vers un métier qui est le métier de la vente. Moi, dans mon esprit, c'est la même chose. C'est un métier dans lequel la, proportion de femmes est aussi très, très faible. On peut peut-être revenir 2 secondes sur ton école d'ingénieur. Comment ça s'est passé là-bas en Algérie justement, en tant que femme? C'est marrant, ouais, c'est marrant que ça, je l'ai appris récemment, en Algérie et de toute façon, c'est pareil dans les pays du Maghreb.
les classes d'ingénieurs, les promotions d'ingénieurs, il y a pratiquement plus de femmes que d'hommes. Incroyable. Donc ça, c'est pas du tout un sujet. C'est pas du tout un sujet. Après, est-ce que derrière, elles trouvent du travail qui corresponde à ce qu'elles, méritent? Est-ce qu'elles ont les mêmes salaires et tout? C'est exactement le même problème qu'ici. Mais avoir des amphis, on va dire, avec la parité ne règle pas tout. Mais en tout cas, ça y contribue. En Algérie et j'ai vu ça aussi en Tunisie, au Maroc, les femmes ingénieures, c'est normal, quoi. C'est pas un boulot, qui est dédié ou qui est plus, masculin, pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai, apprise et comprise ici parce que ici, on me disait, c'est la tenue de l'informaticien. Quand je suis arrivée, c'était un jean et un pull rayé, une espèce de pull en laine moche, rayé. Et donc, j'avais pas ma place avec mes petits talons et mon tailleur. Et en fait, c'est vraiment, c'est bête, hein, mais on nous juge même sur l'apparence. Comme si, l'apparence allait faire qu'on allait être des moi, j'étais administratrice de base de données, j'étais DBA Oracle et tu vois, DBA Oracle, c'est c'est très tech, quoi. Et donc comme si, en fait, ma mon look, mon style ne convenait pas, et n'allait pas avec ma fonction. Mais ouais, non, dans les pays du Maghreb, il n'y a pas ce problème-là. Et c'est incroyable parce qu'on en a parlé dans l'épisode 2 avec Axel Mmh. du podcast où elle expliquait pareil qu'elle a été intégrée une société de conseil en France et elle s'était vue faire, elle avait reçu des remarques justement par rapport à sa tenue, par rapport à des aspects physiques. Elle avait même pris une main en fesses, etc. Mmh. C'est des choses que, enfin, j'imagine pas qu'on dit à un homme, on dit pas, écoute là ta tenue, elle correspond pas à ci, elle correspond pas à ça. C'est juste fou en fait. C'est dingue et surtout, c'est beaucoup plus vicieux que des remarques sur la tenue. Je me rappellerai toujours en fait, c'était un espèce d'énorme open space où on était, les DBA et les sysadmins. C'est-à-dire, c'était l'infra, quoi. Donc on avait un expert, sécurité. C'était un peu, un gars de l'ancienne école et quand il arrivait sur, le plateau et qu'il nous parlait, il parlait de, stack, machin Java, il parlait de la loupe il parlait de trucs super, super techos avec les gars et dès qu'il se retournait de mon côté, il mettait les mains dans ses poches, il se penchait un tout petit peu et il me disait: «Alors, comment ça va aujourd'hui, Amina? Ça a été avec les enfants?» Et moi, je trouvais ça, mais à un moment donné, je savais même plus comment lui répondre tellement ça me sortait par les yeux, son comportement. Il est pas méchant, mais c'est des comportements très très ancrés, très on peut pas leur en vouloir. Au début, on leur en veut et tout, mais quand on voit qu'ils le font pas exprès, on leur en veut pas. Mais c'est des comportements comme ça. Alors c'était ni insultant, ni rien du tout, mais être capable de parler boulot, avec les gars et parler cuisine, ou parler, couche ou parler biberon avec, la la jeune fille qui est à côté, juste à côté et qui justement partage les mêmes problématiques que son collègue, c'est quand même dingue, quoi. Ouais. Ouais, je pense que ça vient aussi de la culture d'intégration quand tu intègres l'école, etc. En France, un milieu définitivement très masculin, même si dans tous les groupements d'écoles, je pense qu'il y en a qui s'en sortent un petit peu mieux que d'autres. Moi, je dois dire qu'à l'INSA, on avait une proportion de filles qui était assez faible, mais globalement, elles ont toutes réussi à s'épanouir dans leur milieu et au sein de l'école, je pense. Donc là-dessus, ça doit être assez spécifique. Mais après, ça doit expliquer aussi donc, pourquoi on retrouve un petit peu dans le milieu de l'ingénierie, et pas que de l'ingénierie, ce phénomène. Et donc, je reviens à la question, à ma deuxième question. Toi, tu es très combative. Tu te dis, je fais pas les choses à moitié. Je vais aller dans un métier, la vente, qui, en plus, est assez masculin aussi. Je savais pas. Non? Ni pour l'un ni pour l'autre. Heu, heureusement parce que je pense que j'aurais hésité. Si on m'avait dit que j'allais, voir, subir tout ce que j'ai subi, avant de choisir
ce que je voulais faire, peut-être que je l'aurais pas fait. Donc, c'est tant mieux que je le savais pas. Hem, c c'est, je l'ai appris en fait, déjà en intégrant Iconoclast. Au début, les cours, heu, le jargon commercial, en fait, c'est pas pareil. Oui, c'est masculin, mais c'est pas pareil. Le milieu ingénieur est très geek, et très peu, expressif, expansif, c'est vraiment un milieu, pas intellectuel, mais, très discret, très fermé. Le milieu sales, c'est un milieu d'hommes, mais vraiment dans le côté où le côté, côté viril, le côté où on va se battre, le côté où on va exposer les choses. Même le jargon quand on parle de j'avais été surprise au début, on nous parlait des objectifs et on nous expliquait justement: «Écoute, quand tu es commercial, il y a pas de période d'essai qui compte. Si tu ne fais pas tes objectifs et tu n'arrives pas à les faire pendant plusieurs mois, il faut t'attendre à ce que tu sois viré». Donc la seule, option pour, rester et pour, avoir, on va dire, ta place dans une boîte, c'est de cartonner tes objets. C'est de les exploser et c'est en fait, c'est vraiment très, on va sonner cette cloche, on va faire ces putains de en fait, c'est vraiment très, très, expressif et très limite violent. C'est marrant, on a l'impression, alors c'est très compétitif, d'accord, Oui, compétitif. mais on a un jargon un peu, il y a un jargon un peu guerrier, un peu, C'est ça, ouais, c'est assez. c'est ça et au début, en fait, j'étais, très, très, très étonnée et je me rappelle avoir posé, à Arnaud, on était en Zoom et en fait, il était là à fond sur, ses objets avec son jargon et tout le monde était, c'est même les émoticônes, c'est du feu, c'est des éclairs, c'est et moi, j'avais mis juste une phrase et j'avais mis: «Ça pue la testostérone». J'avais refroidi tout le Excellent. Zoom et lui, il rigolait, mais en fait, c'est un milieu qui t'embarque. Donc moi, quelques mois après, j'étais pire qu'eux et c'est finalement pas quand on est de l'extérieur, on dit que c'est masculin. Mais quand on est dedans, en fait, c'est un mood, c'est un état d'esprit, comme tu dis, guerrier. Et de toute façon, le boulot en soi est tellement dur, c'est tellement chaud, c'est tellement hard d'aller chercher à closer des leads, d'aller chercher à prospecter, à booker des meetings, que tu peux pas avancer si tu ne te fais pas tes propres motivations, si tu ne te crées pas un espèce de schéma de récompense. Obligé. Et tu retrouves un esprit d'équipe, justement, alors qu'on pourrait dire que c'est un métier plutôt individualiste. Est-ce Oui. que dans la nouvelle génération de commerciaux qui est formée, justement, est-ce qu'il y a un esprit un peu plus coopératif, un Oui, esprit oui. Bah, tu sais, peut-être dans on le monde part des stars? on part jamais en guerre tout seul, tu vois? On part jamais en guerre tout seul Alors moi et j'aime pas le jargon, j'aime pas la terminologie guerrière pour parler de vente, mais on pourra, c'est un autre sujet, c'est un autre mmh débat. Mais tu dis vas-y, on part pas en guerre tout seul, ouais, on part, oui, enfin, on part pas en guerre tout seul. Quand on dit en guerre, c'est pas, la guerre contre quelqu'un. C'est, la guerre pour récupérer un trophée, si tu veux. C'est, un dépassement de soi pour arriver à un objectif. excellent, ouais. Donc c'est, et ça, on peut pas l'atteindre tout seul et justement, je fais super attention à l'esprit, de la team avant de choisir la boîte dans laquelle je veux m'embarquer. Parce que moi, je veux être tirée vers le haut. Je veux, comme on dit, me frotter aux top performers pour être, tu vois, pour apprendre. Je veux continuer à apprendre. Si on parle chiffres, bah, tu vas arriver dans une boîte, bah, ton taux de closing, il va être très bas au début. Euh, Après, bah, à force d'apprendre, à force de louper, faut le dire, louper des opportunités, tu vas être plus sharp, tu vas être plus aguerri et tu vas t'améliorer. Et ça, c'est dommage de ne pas faire en profiter les autres et c'est dommage que tu n'ailles pas prendre exemple sur les top performers. Et les boîtes qui ne font pas ça, des séances de coaching en groupe, des calls en groupe, bah, je trouve ça dommage et moi, je ne me vois pas travailler dans une boîte comme ça. Ouais, l'échange de bonnes pratiques entre les membres de l'équipe commerciale
et puis un leadership incarné par le head of sales, je pense, qui est un coach d'équipe plus qu'un directeur de vente, je pense, Oui, non? Ouais. oui, c'est ça. En fait, quand c'est différent, tu vois. Alors, je fais toujours l'analogie entre un chef de projet et un head of sales. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'en termes de management, le fait d'avoir été manager de projet me donne une espèce de longueur d'avance parce que je sais que pour que ça fonctionne, il faut que chacun y trouve son compte. Et si un tel, bah, son compte, c'est qu'on s'installe avec lui le matin pour lui demander comment il a passé son week-end ou comment ça s'est passé avec son petit qui était malade, ben, je suis aussi capable de m'adapter à l'autre qui n'a pas besoin que je fasse de check régulier et que justement il n'aime pas ça. En fait, c'est ça, c'est que ton objectif à toi, en tant que manager sales, c'est de donner les moyens à ton équipe d'exploser leurs objectifs. C'est-à-dire que toi, tu es là, allez, je te fais la courte échelle. Allez, toi, tu montes sur mon dos. Et en fait, c'est une espèce de métaphore. Mais si tu es là juste pour faire la police, bah, à la limite, on n'a pas besoin de toi, quoi. On va te remplacer par un fichier Excel. Ouais. Et quand tu parles, Amina, on sent une empathie naturelle pour apprécier les autres, etc. C'est une qualité qui doit te servir beaucoup, non, dans ton métier de sales? Tu sais, chacun de nous a des talents. On a trop pris l'habitude, en tout cas en Algérie et en France, parce que j'ai vécu dans les deux pays, de voir la chose à l'envers, de dire toi, il faut que tu t'améliores là et là et là. Toi, c'est sur ça que tu pêches. Il y a quelques années, d'ailleurs, c'est un des bénéfices que j'ai eu en allant à l'ESSEC, on m'a fait montrer une espèce de méthode. Mais bon, ça existe sur plusieurs formes. Moi, c'était une méthode qui faisait montrer tes talents. Et donc, un de mes talents naturels, c'est de pouvoir et de savoir reconnaître chez chaque personne que je rencontre ce qu'il y a de spécial en elle. C'est qu'en fait, je ne supporte pas des généralisations et je ne peux pas m'empêcher d'aller plus loin pour connaître une personne que j'ai en face ou que j'ai au bout du fil. Je m'intéresse vraiment aux gens. Et quand on travaille comme ça en équipe, que ça soit en gestion de projet ou en sales, le fait de s'intéresser aux gens, bah, quand on est dans la gestion de projet, ça veut dire des projets qui se terminent plus vite, où on franchit les objectifs et où tout le monde est content. Et quand on fait du sales, ça veut dire bah, tu exploses tes objectifs, les gens sont contents et il n'y a pas de turnover, parce que ça, c'est super important. Ouais, carrément. Et ça me fait une très bonne transition vers un sujet que je voulais aborder avec toi. C'était donc tu as quitté Iconoclast avec un diplôme fast track dans les poches et donc tu t'es mis sur le marché du travail dans le milieu des startups. Comment ça s'est passé justement? Comment c'est le marché du travail aujourd'hui en 2021 et surtout dans le monde des petites entreprises digitales parisiennes? Écoute, avant de quitter Econo, on voit moi j'ai dû voir, peut-être, allez une trentaine, 35 head of sales qui sont passés, parce qu'en fait ça fait partie du modèle. Un, ils nous apprennent comment eux ils font le boulot chez eux et comment ça marche, comment ils sont organisés parce que c'est important aussi, c'est pas tout le monde qui est organisé en SDR, AE, CSM et cetera. C'est pas tout le monde qui a des cycles de vente courts, moyens ou longs. Et donc, en fait, par rapport à ça, on apprend comment ça marche. Et par rapport à ça, on voit que la tendance sur les scale-up, en tout cas françaises que j'ai vues, c'est la taylorisation, l'industrialisation du process de vente. Ouais, le Fordisme du C'est process de ça, vente, ouais. c'est ça. Et on avait un head of sales qui était venu
et qui nous avait dit quelque chose, et je me rappelle, il s'appelait Wissam et il était Head of Sales de Doctrine. Il nous a dit que sur certaines boîtes, on allait nous dire, nous donner la possibilité de faire du full cycle. C'est-à-dire que tu as un sales, que tu vas prospecter, tu vas enclencher la discussion et tu vas aller sur la négo jusqu'au closing. Ouais. Et que lui considérait que c'était bien, mais quand on fait ce genre quand on le fait de cette manière, en tout cas ce métier-là, on ne sera spécialiste nulle part. Et que si ça nous convenait, c'était bien, mais si l'idée c'était d'exceller sur ces côtés-là et de s'améliorer, il n'y a pas mieux que de faire que ça pendant un moment pour vraiment, on va dire, améliorer tous les aspects de ce métier-là. Et paf, tu bouges au suivant. Et moi, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'il a raison. Il y a beaucoup de boîtes qui sont organisées comme ça. Alors, le métier de SDR, c'est un métier fatigant. C'est quoi SDR? Juste, excuse-moi, je te coupe. SDR, en gros, quand on dit le Fordisme, c'est découpé grosso modo en 3 étapes. Allez, grossière. En tout cas, les 2 premières étapes, c'est SDR ou BDR, donc Sales Development Representative ou Business Development Representative. Et à côté, tu as l'account executive. C'est-à-dire que le SDR chasse, que ça soit en inbound ou en outbound, et book les meetings et les qualifie pour son AE. Et l'account executive, lui, prend la main sur le lead et fait le discovery, en tout cas approfondit le discovery que le SDR a un petit peu entamé et va jusqu'au closing. Ah, c'est fou. Il y en a certaines où après le closing, ça passe chez un account manager qui, lui, une fois que c'est closé, par exemple, Welcome to the Jungle, c'est ça. Une fois que c'est closé, tu as un account manager qui va justement accompagner le compte ou le client jusqu'à ce qu'ils mettent en place la solution. Et derrière, tu as des Customer Success Managers qui sont là, répondre aux tickets. Parfois, tu as de l'upsell et du cross-sell entre l'account manager et le CSM. Mais voilà, en fait, toi, en tant que SDR, du coup, c'est pour ça que je te disais c'est dur, tu fais que de la chasse. Tu ne fais que booker des rendez-vous. C'est pour ça que c'est un métier évolutif. Tu ne vas pas faire SDR toute ta vie. Souvent, tu te retrouves à faire ça pendant quelques mois, 1 an, allez, 1 an et demi, et après, tu bouges. Et justement, oui, avec ton bagage, ton expérience, c'était pas frustrant de... Je reviens, quand tu as cherché un travail, tu as cherché justement un poste dans une entreprise où tu ferais du full cycle, où tu as fait exprès de prendre un poste de SDR, où tu ne ferais que cette partie-là, pour Oui, exceller dans cette partie-là. C'était plutôt ça le... donc ouais, donc je te disais, après, j'ai pas eu le temps d'aller chercher du boulot. Parce que concrètement, aujourd'hui, il y a trop de pénurie de sales en France. Et Ouais, c'est tous ouf, les ouais. recruteurs viennent dans les écoles comme Icono, Rocket, YouMind, etc. pour recruter des sales. Et donc, à la fin de la promo, à la fin de la formation, tu as 2 semaines qui s'appellent les Talent Week, dans lesquelles tu vois défiler des comment on appelle ça, les recruteurs, les Ouais. Talent Acquisition Managers. Vraiment, tu les vois défiler heure par heure. Moi, il y avait Brigade, ils avaient 100 postes à pourvoir. En fait, il y avait vraiment, vraiment des gens qui venaient recruter en masse des sales. Donc, avant de terminer l'école, j'étais déjà embauchée. Ah, c'est fou, hein. Tu nous parles d'un monde en région, enfin nous on est en province, hein. Ce monde-là, je sais pas s'il existe, hein. Écoute, Mais c'est fou. Ouais. aujourd'hui, il y a de plus en plus de travail en remote. Quand tu es mobile, ça devient, on va dire, moins contraignant. Mm. Tu peux bosser pour une boîte, venir 2 jours par semaine ou alors 1 semaine par mois et puis derrière tu continues chez toi. C'est devenu vraiment un détail.
Ouais, et on en parlait avec Cyril, on va en parler avec Cyril dans un des épisodes du podcast. C'est vrai que quand on est, que ce soit ingénieur et on est un peu embuté dans sa carrière, Mmh. ou on est sur le marché du travail et on trouve pas de travail parce qu'on a un diplôme sans qualification, mais qu'on se reconnaît des compétences ou une appétit vers la vente, Mmh mh. ça vaut le coup d'aller vers ces nouvelles écoles comme Icono, Human, Rocket School, avec une formation ultra courte et après des débouchés quasi assurés, quoi. Tout à fait. Ouais, et du coup, je reviens à ma question. Toi, donc, quand tu as occupé le poste de Oui, SDR, c'était pas trop frustrant justement d'être limité sur une single task plutôt que alors d'être sur un full j'étais pas cycle? SDR, je voulais surtout pas le faire, Ah pardon, parce excuse-moi. que oui, oui, en gros, c'est marrant, hein, parce que quand on est, chez Icono, on touche un petit peu à tout. Moi, je voulais pas être SDR parce que je trouvais ça super frustrant, de booker des meetings et de pas les faire. Bah, ouais. Voilà, donc chez Cara, il s'agissait d'être, full cycle sales, c'est-à-dire, heu, bon, au début, je pensais que j'allais pas faire de la génération de leads, je pensais que j'allais juste prospecter, closer, et puis après, qu'il y ait un customer success qui s'occupe derrière du compte. Mais en fait, j'ai fait aussi la génération de leads et la qualification du compte et donc en gros, j'étais vraiment, en amont de la prospection jusqu'au, pratiquement le closing. C'est-à-dire, tu bookes, tu qualifies ton compte, tu trouves les bons interlocuteurs dans le compte, tu les, adresses d'une façon ou d'une autre, tu bookes ton meeting, tu fais ta démo et tu les «closes» entre guillemets, pour, les onboarder dans l'appli. Carrément intéressant, et ouais, non, mais je comprends. Enfin, je veux dire, faire du full cycle, moi, je pourrais pas abandonner mon client, après juste 5 minutes de discussion: «Merci, on a un meeting», je passe la main à mon collègue. Non, c'est juste, enfin, moi, je pourrais Oui, pas concevoir. Même dans l'industrie, enfin, dans le l'in c'est pas possible, on n'imagine pas ça. Les account managers, c'est des gens d'expérience techniquement, qui sont souvent d'ailleurs propulsés d'un poste technique vers un poste de sales, et on va pas leur dire demain: «Tu me fais juste de la prospection». Par contre, je pense qu'ils auraient besoin peut-être, d'assistant prospecteur, ou de refaire un petit tour en école pour réapprendre les compétences de vente. Mais enfin, après c'est pas pareil. Alors ça, c'est ce que c'était mon état d'esprit quand j'ai quitté Icono et que j'ai rejoint Cara. OK, Je me suis retrouvée, vraiment dans le dur, à faire de la chasse, mais vraiment dans le dur. Et là, tout ce que je n'aimais pas, en fait, parce que si tu veux, quand tu fais, ta propre chasse, quand tu fais l'alimentation de ton pipe, tu expérimentes plein de choses, que ça soit par mail, par call, par LinkedIn, les 3, enfin bref, j'en ai même que j'ai pu prendre, sur YouTube, sur Twitch, sur, les réseaux sociaux, enfin bref, tu es là partout où ta cible est. Et je me suis rendu compte que finalement, heu, les boîtes qui, mettent obligatoirement un passage par, la case SDR avant d'avancer, bah, c'est pas plus mal parce que, tu as une espèce d'awareness sur les problématiques de ta cible. Donc ça, c'est un. 2, tu ne dépends pas de quelqu'un, pour alimenter ton pipe. C'est-à-dire que moi, j'aurais aimé être, directement dans le closing, parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais être dans le closing alors que, tu sais pas comment ça se passe en amont, ça, c'est aussi, frustrant. Pour quelqu'un qui aime les choses de bout en bout, pouvoir faire SDR et ensuite évoluer, c'est quelque chose qui n'est pas finalement dénué de sens. et souvent, je dirais, on ne prospecte pas parce qu'on c'est pas qu'on n'a pas besoin, mais c'est souvent on ne prospecte pas parce qu'on n'aime pas ça, et on n'aime pas ça parce que ça on a des barrières, C'est des dur. croyances. C'est Ah dur oui, de c'est dur prospecter. de prospecter. On doit se faire violence, hein, mais c'est une très bonne école, en fait. Moi, je C'est le vois dur, aujourd'hui, ouais. je reprospecte, dans un petit peu de B2C Oui, pour ma paroisse personnelle, et j'ai réappris, même j'ai appris à le faire, j'ai appris à casser des barrières, des croyances limitantes, ouais, parce que c'est dur. Et, euh, et justement, en termes de prospection, quels sont les deux, trois conseils que tu donnerais alors, justement? eh bien, si on parle de prospection, téléphonique, hem, le truc, c'est de pas lâcher parce que
concrètement, hein, je vais te donner un exemple. Mon premier rendez-vous, je l'ai décroché après 35 calls. 35 calls où je me suis pris des vents. Incroyable. Et, L'abnégation totale. franchement, ce jour-là, je m'en rappelle parce que c'était. Alors, tu regardes ma facture de téléphone, si je parle 1 heure au téléphone pendant le mois, c'est que j'ai vraiment été très bavarde. Je ne parle pas au téléphone. Et là, il était question de prospecter, il était question de prospecter des gens qu'on ne connaissait pas pour une boîte qu'on ne connaissait pas. Tu avais quelqu'un qui venait te briefer pendant 2 heures sur sa boîte, son concept, tiens le pitch et vas-y. Et donc, c'est vraiment le bain, mais l'espèce de bain, tu sais, qui font les Suédois avec les glaçons. Ah oui, C'est d'accord. vraiment comme ça, en fait. Ouais. Tu rentres et tu n'es pas préparé et tu te prends des vents. Parce que pourquoi tu te prends les vents? Parce que tu ne sais pas faire. Allô et tu perds tes mots. Tu ne sais pas comment commencer. Tu sais pas. Et on a tous, sans exception, en tête les gens de Free qui t'appellent ou les gens qui t'appellent et qui n'en ont rien à faire de ce que tu as à dire et qui commencent à parler alors que toi, tu n'as même pas pu respirer. Dès que tu dis allô, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc ça, on l'a dans notre mémoire collective. Et on ne veut pas être cette personne. Et ça Je nous... suis désolé, Amina, ça me fait rire parce que surtout toi, je t'imagine avec ton accent. Tu vois, c'est énorme. C'est Ah bah énorme, oui, c'est ouais, c'est... énorme. Ouais. Et donc, tu commences et puis tu avais les coachs qui tournaient et Arnaud, il tournait et il me disait je t'entends pas appeler. Cool, Amina. Allô, allô. Et moi, j'étais terrorisée face à mon fichier Excel. Allô. Et puis, je voyais les autres appeler. Donc, quand tu vois tout le monde appeler, ça te fait une espèce de peur en plus. Enfin, bref, tu commences à appeler, tu commences. Et celui que j'ai pu, on va dire, choper, il me regardait, je voyais Arnaud me regarder du coin de l'œil avec son masque. Donc, dès que je raccroche, il me dit alors tu l'as eu? Je lui dis oui. Il me dit t'as récupéré son numéro de téléphone? Et là, je la regarde, le blanc total, en fait, tellement j'étais contente qu'il m'ait dit oui, ok, j'ai pas récupéré son numéro de portable. Il me dit rappelle, sinon elle compte pas. Il compte pas ton rendez-vous. Donc, va repasser par le standard, etc., pour reparler à la personne. Et je récupère le numéro. Et là, je récupère le numéro, je le note. Et il me dit bah, maintenant, tu peux aller sonner la cloche. Donc, entre l'endroit où j'étais et la cloche, il y avait genre 5 pas. Mais moi, je me suis levée, j'avais ma robe qui était collée sur moi, tellement j'avais transpiré, j'avais la tête qui tournait, je savais plus où j'habitais. Et donc, je suis arrivée en titubant sur la cloche et j'ai sonné cette cloche. Et depuis ce jour-là, en fait, c'est une espèce de fièvre. En fait, tu attends de sentir que tu as closé et que tu as chopé ton rendez-vous, tu es arrivé jusqu'au bout. Et c'est ça qui te met en fait la pêche. C'est ça, c'est que tu célèbres à chaque fois que tu arrives que ça soit à booker ton rendez-vous ou closer. Et c'est ça qui fait la force du truc. Donc oui, c'est dur. Il faut tenir le coup, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas être un robot. Tu dis bonjour, tu attends que la personne te réponde. Et puis tu parles d'elle, hein, tu ne parles pas de toi. Parce que personne n'a envie qu'on l'appelle pour parler de nous. Donc, si je t'appelle aujourd'hui, bonjour Mathieu, évidemment, je vais te saouler. Et on le voit aussi parce que je pense que tu as fait du multicanal, email, messagerie, Oui, etc. On le oui. voit aussi dans les messages de prospection LinkedIn ou des emails qu'on reçoit. Bonjour, je suis Truc de la société Truc, on fait Truc. Et puis là, C'est ça. Je suis et personne n'a envie de mm, répondre mm. à quelqu'un personne. Qui va s'intéresser à ce que tu es et dans quelle société tu travailles? Moi, maintenant, je me permets de répondre à certaines prospections automatiques sur LinkedIn qui Ouais. m'envoient une tartine pour se présenter et me dire ce qu'ils font. Et je leur réponds en disant bah, excusez-moi, mais votre mail d'accroche, il est pas terrible. Oui, 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 mais en Mais fait, tu as envie. parlez-moi de moi, demandez-moi comment je vais et je vous C'est réponds. ça, fais au moins semblant que tu me connais ou que tu as Ouais. au moins regardé. Tout est sur notre profil LinkedIn. C'est quand même dingue que les mecs ne prennent même pas le temps de voir quelque chose sur ton profil qui puisse t'accrocher. J'ai vu que tu faisais ça, ça, ça. Bah, tout de suite, tu vas te dire oui. Tu vois, tout de suite, tu vas être plus réceptif. Ça sert à rien le pitch aveugle.
Enfin, ça sert à rien, quoi. Donc si je reviens un petit peu sur le recrutement, et même là, j'ai cru comprendre, tu m'as dit en off que tu avais quitté ton entreprise et que tu étais déjà, en chasse ou chassé par d'autres entreprises, donc ton profil intéresse énormément. Hem, donc bon, j'ai l'impression que le marché est captif, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont nécessaires aujourd'hui pour être embauché, dans des entreprises, au niveau soft skills? Quels conseils tu donnerais justement avec ton expérience du marché du travail actuel? Quels conseils tu donnerais pour se mettre en avant et réussir, pour être embauché? Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui, veulent être embauchés en tant que sales ou alors veulent être freelance ou quel que soit le statut en tant que sales, hem, de ne pas se, de ne pas se mettre des barrières tout seul. Il y a pas il y a moins d'une semaine, j'ai eu, un super gars, ingénieur, qui se reconvertit, qui me dit: «Ouais, mais tu sais, j'ai 40 ans, ça se trouve, la barrière de l'âge» et moi j'ai pété un câble. Je Tu un homme blanc, tu 40 ans, tu ingénieur. Je lui dis: «Regarde-moi». Je lui dis: «Mais regarde-moi». Je dis: «Moi, je suis chassé toutes les semaines». Je dis: «Donc arrête de te mettre des barrières tout seul». Donc s'il y a bien un métier aujourd'hui en France où on ne peut pas se permettre de juger les gens sur leur apparence, sur, leurs origines, c'est bien le métier de sales. Donc pour tous ceux qui ont du mal, et qui, ont du mal à rentrer dans la case, rentrer dans les clous, déjà ça, c'est un. 2, il y a quand même des codes. Quand tu veux, être sales, déjà, si sur ton CV, si jamais on parle de CV, mais si sur ton CV, il n'y a aucune métrique, il y a rien qui dise que tu as, closé tant ou tu as fait, tant de millions ou tu as prospecté tant ou ben, en fait, le sales, c'est des chiffres et si tu as pas tes propres KPI, ben, en fait, c'est le seul, truc sur lequel vraiment c'est intransigeant. Faut que tu aies, parce que oui, il faut savoir se vendre, il faut savoir présenter ce qu'on a fait, se présenter soi et ses expériences, d avec on va dire, être synthétique et cetera. Mais ça, c'est valable pour tous les autres métiers. Mais pour le métier de sales, il faut un truc en plus, un track record. C'est-à-dire, même si tu as pas une expérience de sales, ce que tu as fait, il faut qu'il soit chiffré. Moi, je me rappelle de certains qui étaient avec moi dans la promo, qui étaient vendeurs en grande surface ou vendeurs, responsables de magasins, de prêt-à-porter et en fait, bah, le magasin, il faisait combien de superficie? Il y avait combien de chiffre d'affaires? Combien de caisses? Tu manageais combien d'équipes? En fait, ça donne du relief à ton CV et à ton parcours et ça te rend plus crédible. Donc voilà, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et je vois que tu es très actif sur les réseaux sociaux avec ton profil, professionnel, Mhm. mais tu parles de choses très personnelles. Aujourd'hui, est-ce qu'on t'en a déjà fait le reproche ou est-ce que justement, au contraire, c'est bénéfique pour toi, en tant Euh, que sales déjà pour acquérir du client ou au sein de ton entreprise pour être reconnu? Écoute, j'ai longtemps été schizophrène. J'ai longtemps été schizophrène. J'ai monté ma boîte il y a 4 ans. Et pour pas avoir tous les problèmes, j'étais en grand groupe, enfin la famille et tout, je me suis créé une identité parallèle pour donc un compte LinkedIn, un compte Insta, un compte Facebook, tout ça parallèle. Et j'ai même fait imprimer des cartes de visite. Je ne sais pas si elles sont là, mais j'ai même fait des cartes de visite avec ce nom parallèle. Mais la vie, c'est pas ça, Mathieu. La vie, c'est pas une frontière entre le perso et le pro. On est qui on est et tout est mélangé dans la vraie vie. C'est pas vrai. Je n'y crois pas. Je n'y ai jamais cru, en fait. C'est juste que je voulais me protéger en cas d'échec. Je ne voulais pas qu'on me dise, eh ben, tu as essayé quelque chose et tu as échoué. La différence aujourd'hui,
c'est que je m'en fous. La différence aujourd'hui, c'est pas que je suis plus schizophrène, c'est que je n'ai plus besoin de l'être. Et quand tu veux recruter un sales, un ingénieur, quel que soit ce que tu veux recruter, tu as envie de voir, c'est pour ça que je te disais, des chiffres, des KPI, tu as envie de voir ces hard skills, mais tu as envie de voir quel est l'humain qui se cache derrière cette personne, tu as envie de voir qu'est-ce qui a fait que cette personne est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, et c'est forcément du perso. Donc, pour moi, cette coquille-là, qui est, bah, écoute, moi, je fais la frontière, ça, c'est ma vie pro, ça, c'est ma vie perso, ça m'a fait beaucoup de mal parce qu'en fait, tu sais plus sur quel pied danser. À un moment donné, je me posais la question, je veux dire un truc. Alors, est-ce que je le range là ou est-ce que je le range là? Non, on est ce qu'on est avec nos contradictions, hein, mais on est ce qu'on est. On peut pas vouloir avancer et se forcer à choisir une des directions. En fait, quel que soit, est-ce que tu vas avancer sur le pro ou est-ce que tu vas avancer sur le perso, quel que soit où est-ce que tu vas avancer, faut que ça aille vers une seule direction. Tu peux pas aller dans deux directions opposées en tant que pro, en tant que perso, et tu ne le fais pas. Donc, à quoi sert ce manège? Parce qu'en fait, notre énergie, c'est ce qui compte le plus, hein, dans la journée. C'est ton énergie, où est-ce que tu la mets? Et donc, pour moi, c'est mon truc le plus précieux, c'est mon énergie. Et j'ai envie que mon énergie soit à l'endroit où je suis, c'est-à-dire moi en tant que personne et pas moi en tant que sales, moi en tant qu'ingénieur, moi en tant que business, moi en tant que maman, moi en tant je suis tout ça. Pourquoi est-ce que je suis obligée de séparer ceux qui ça dérange, donc à passer leur chemin. Incroyable cette énergie. Ouh là là, j'espère que tout le monde va en bénéficier en écoutant. Mais juste la dernière question, est-ce que tu penses que tout ça, ça passe obligatoirement par être présent sur les réseaux sociaux ou il y a d'autres façons de justement de mettre en avant ce qu'on est, ses soft skills, toutes ces choses-là? Écoute, ça dépend de ce que tu veux faire. Si ton objectif, c'est de faire de l'inbound, c'est-à-dire si ton objectif, c'est qu'une personne, si elle veut bosser avec toi, si elle va aller sur tes réseaux sociaux, et elle va savoir un petit peu dans quel monde elle est, eh ben, obligé que ton contenu qui reflète ta personnalité. Tu vois, si aujourd'hui c'est le réflexe, quand tu vas chercher quelqu'un, tu vas le chercher sur LinkedIn. Quand tu vas sur LinkedIn, bah, c'est triste quand même que les gens passent leur temps à partager les news de leur boîte. Quoi, tu vis à travers ta boîte, tu n'existes pas. Si c'est pas par ta boîte, bah non, c'est pas possible. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qu'on utilise pour tout. C'est-à-dire que si tu veux pas y être, ok, il n'y a pas de souci. Mais derrière, tu n'auras pas le bénéfice euh, que tu aurais si tu es présent, qui est que les gens vont te connaître. Et en fait, ça va te faire, tu vas te créer ton personal branding. Ton personal branding va travailler pour toi. C'est ça, en fait, que les gens veulent. Moi, je veux m'intéresser à Mathieu, celui qui fait le podcast, celui qui crée le truc. Ce qu'il y a derrière cette personnalité. Pas vraiment à ton job. N'importe qui ferait un podcast. Mais c'est parce que c'est toi que ça m'intéresse. Tu vois? Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Et aujourd'hui, on a une chance incroyable. C'est de n'importe qui peut prendre un téléphone, faire plus et écrire ce qu'il ressent, ce qu'il veut pas, ce qu'il veut discuter avec les autres, son ressenti, sa position sur des choses. Après, à toi de mettre ta limite. Il y a des choses. Moi, je mets beaucoup de choses sur Internet. Mais tu sais, c'est allez, si je vais mettre des quotas, ça va être 30% de ma vie. Tu crois que tout le monde connaît ma vie? Personne connaît ma vie en entier. Tu vois, tu partages ce que tu veux. Mais c'est pas parce que tu partages des choses perso que ça va être que tu vas être mis à nu, ou tu vas être fragile ou tu vas être, on va dire, attaquable. Tu mets ce que tu as envie de mettre. C'est plus une question en fait. Ouais, et en plus sur LinkedIn, moi je trouve que c'est un réseau social qui est assez bienveillant et on s'intéresse aux gens qui apportent de la valeur.
même par du petit contenu, même qui partagent leur quotidien, mais qui partagent de la valeur auquel on a envie de s'identifier ou parce que techniquement, ça nous apporte un plus dans tous les domaines. Et du coup, ça ne doit pas freiner les gens de s'exposer. Tu sais, depuis que je suis sur LinkedIn, il y a un message, tu écris, tu fais du contenu parce que tu as envie d'aider, parce que tu veux partager quelque chose que tu as appris, parce que tu veux partager un avis sur quelque chose. Mais toi, tu vas croire que tel contenu, c'est ça qui va donner de la valeur. Eh ben, j'ai été surprise, il y a même pas 3 semaines, j'avais partagé que j'étais chassée en moyenne une fois par semaine et que je n'avais rien de conventionnel. Et que moi, perso, je trouve ça bien parce que ça veut dire que tout le monde a sa chance. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. En France, c'est difficile euh, de, de, de percer quand on n'est pas standard et qu'on n'est pas, on va dire, ni dans l'apparence, ni dans le parcours. Donc vraiment, c'est difficile. Mais c'était pour véhiculer un message positif en disant, allez-y, no stress. Et ce jour-là, j'ai pas pu bosser. Mon LinkedIn a explosé. Les gens qui m'ont demandé de témoigner sur leurs écoles, des gens qui m'ont demandé de venir intervenir sur des ateliers de branding, des gens qui sont venus. En fait, je m'y attendais pas du tout. Mais ça, les gens qui me remerciaient et qui me disaient justement qu'ils lisaient mes contenus tout le temps et que j'avais du courage d'exprimer certaines choses que moi, en fait, je sais même pas de quoi ils parlent. Moi, je trouve pas que j'ai du courage. Je ne trouve pas, en fait, en quoi j'ai du courage et qu'est-ce que... J'ai été vraiment perplexe. Mais les gens ont envie de se reconnaître. Comment? Dans les difficultés que les autres peuvent avoir et qu'ils peuvent partager. Et c'est ça qui est fou, c'est que personne ne partage les difficultés qu'on a. C'est comme quand l'autre disait, quand tu démarres, tu es un champion, tu es un héros. Quand tu arrives, tu es un héros. Mais entre les deux, tu es un tocard parce qu'en fait, tu es encore en train de naviguer, en train de chercher ton chemin et tout. Mais moi, c'est le chemin qui m'intéresse. Et ça, on l'a pas compris. On aime voir les gens qui sont successful, qui gagnent des milliers, des cents, des gens qui sont peut-être célèbres, que ce soit dans la politique, dans la... En fait, les gens aiment le succès, c'est normal, on peut rien y faire. Mais la majorité silencieuse n'est pas comme ça. Et ces gens-là se reconnaissent en toi, en moi, tu vois, et c'est ces gens-là, nous, on se soutient mutuellement en partageant. Moi, c'est un soutien. C'est, hé, t'es normal? Moi aussi, je suis normal. Viens, ce monde-là nous appartient. C'est brillant. Et C'est bruyant. très brillant. Il va falloir que je mette des lunettes de soleil tellement c'est brillant aujourd'hui. Merci Amina. Est-ce que y a encore des combats qui t'animent et que tu as envie de prendre? Des fights? Je sais pas, j'ai toujours l'impression de fight parce que je parle fort avec les mains et tout, mais je suis méditerranéenne, tu vois. Je peux pas faire autrement. Mais c'est pas un fight, c'est que je suis quelqu'un de passionné et j'aime faire les choses à fond. Donc, moi, je veux faire les choses que j'ai envie de faire quand je le veux. Et j'ai pas envie qu'on vienne me dire non parce que tu es une femme, non parce que t'as pas la tête du métier, non, t'as pas le bagage. Moi, tous ces gens-là, j'en veux pas. Donc, je leur tourne le dos et je continue. Je les fight même pas. J'ai juste choisi, c'est ce que je te disais, où je vais mettre mon énergie. Et depuis que j'ai choisi où je mets mon énergie, et ça fait partie des choses, en gros, tu mets ton énergie dans tes talents pour que tes talents deviennent une force. Parce que le talent, on l'a de façon innée. Mais quand on travaille dessus, on pivote dessus, ça devient une force. Alors que quand on essaye de contrebalancer des points faibles, en fait, on n'avance pas. On n'avance pas parce que ça nous consomme une énergie monstre. Alors que intensifier, amplifier des talents, ça ne nous consomme pas d'énergie parce qu'on kiffe le faire. On aime faire les choses dans lesquelles on est talentueux et on est talentueux dans les choses dans lesquelles on excelle. Donc si tu veux, juste choisir où on met son énergie. Et pas de fight en fait. Justement, tu fights pas, c'est que tu es dans le flow perpétuellement. Je n'ajoute rien. C'est brillant. Merci Amina.
Je t'en prie, avec plaisir. Allez. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles et de laisser un commentaire, le partager autour de vous, de le faire connaître. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.